Donc, le but de cette recherche-là, en fait, c'était au départ de recenser les... Bon, tout le monde, je pense, a vu ce phénomène monter pendant la pandémie de ce qu'on appelait les théories du complot ou le conspirationnisme, mais chacun avait sa petite définition. Des fois, elle était bonne, des fois, elle n'était pas bonne. Et peu ou pas de recherches, en fait, au Québec encore, sur le conspirationnisme pendant la pandémie ont été publiées. En fait, il faut le dire, et il faut être fier de ça, le SOFIR est le premier centre à avoir publié cet hiver, donc le 1er février, 7 recherches sur la pandémie, sur en fait les discours conspirationnistes dans la pandémie, que vous pouvez lire sur notre site web sophir.ca. Et il y avait d'autres centres de recherche qui sont en train de faire des recherches là-dessus, mais qui ne les ont pas encore publiées. Donc, on a vraiment été les premiers. Donc, je pense que ça, c'est une fierté pour nous d'avoir été les premiers à le faire. Et l'objectif, donc, de cette recherche-là était de recenser plutôt l'aspect sociopolitique des discours qu'on retrouve dans les discours conspirationnistes. Ça, c'était la première phase de la recherche, donc, qui est terminée aujourd'hui, qu'on vous présente aujourd'hui. Mais juste pour vous dire, on a annoncé cette semaine la deuxième phase de la recherche qui va porter plutôt sur l'aspect psychosocial des gens qui croient à des ou une théorie ou à des théories du complot. Mais donc, aujourd'hui, on va plutôt s'intéresser à l'aspect sociopolitique des discours complotistes, puis aussi plus aux leaders, en fait, ce qu'on appelle les influenceurs complotistes. Donc, pour commencer, une petite définition. Hein? Alors, pour savoir c'est quoi le complotisme. Alors, le complotisme, c'est une théorie du complot, en fait, consiste en une explication d'événements ou de circonstances passées, en cours ou futur, citant comme principal facteur causal un petit groupe de personnes puissantes, les conspirateurs, agissant en secret pour leur propre bénéfice et contre le bien commun. Alors, cette définition-là, elle est relativement large, mais elle est quand même assez bien circonscrite aussi. Décortiquons-la un petit peu. Alors, une explication d'événements ou de circonstances qui sont passées, qui peuvent être en cours ou futurs. Et le principal facteur qu'on prend pour expliquer ça, c'est un facteur causal. Il y a un petit groupe de personnes puissantes, qu'on va appeler souvent l'élite, hein? Les élites ou l'élite. Hein? Ce petit groupe de personnes puissantes-là, l'élite, qui vont agir en secret pour leur propre bénéfice et contre le bien commun, contre souvent ce qu'on va appeler chez les conspirationnistes le peuple. Alors, chez les conspirationnistes, le peuple, il y a le dos large, entre guillemets, hein, mais ça ne représente pas grand monde. Le peuple, ça représente ceux qui pensent comme eux. Et donc, quand on va parler de croire à des théories du complot, on ne parle pas nécessairement de critiquer le gouvernement. Ça, tout le monde peut critiquer le gouvernement. On ne parle pas de critiquer les mesures sanitaires, par exemple, parce que la vaste majorité de la population, par exemple, au Québec, était contre la mesure sanitaire du couvre-feu, notamment parce qu'il n'y avait pas beaucoup de preuves scientifiques que c'était efficace, le couvre-feu. Donc, ce n'est pas une question de critiquer le gouvernement. C'est une question de dire qu'il y aurait des groupes d'individus malveillants à l'œuvre systématiquement dans toutes les institutions sociales. Hein? Et pour les conspirationnistes, vous avez juste à faire partie d'une de ces grandes institutions sociales-là, que ce soit l'école, la cour, les policiers, le gouvernement, les journalistes. Vous êtes dans la conspiration. Vous êtes payé directement par Justin Trudeau, pardon, des formations. Moi, il y a des conspirationnistes, des fois, qui m'écrivent et qui pensent que Justin Trudeau signe mes chèques de paye directement. Ils m'envoient ça. Pourquoi? Parce qu'ils ont vu sur le site web du SOFIR qu'il y avait la feuille d'érable et qu'on a reçu une subvention du Canada. Ils ne comprennent pas qu'on reçoit ça par des processus d'octroi rigoureux, évalués par les pairs. Ils pensent qu'on reçoit directement des chèques de Justin Trudeau. C'est pour vous dire, là, dans l'état, en fait, de la perception qu'une personne peut avoir quand il croit à une théorie de la conspiration. Imaginez-vous que vous pensez systématiquement que tous les gens qui font partie des grandes institutions sociales sont, à la base, corrompus. Et donc, moi, je reçois des millions de dollars. J'ai hâte
je recevrais des millions de dollars pour dire exactement ce que le gouvernement veut que je dise, c'est-à-dire que les vaccins sont efficaces, bon, des choses comme ça. Vous voyez un peu l'idée? Les médecins, ça serait la même chose, ils seraient tous corrompus. Sauf les bons médecins, les quelques bons médecins qui ont été radiés de leur ordre la plupart du temps et qui vont dire qu'est-ce qu'on veut entendre. Donc, c'est ça, croire à des théories du complot, ce n'est pas critiquer la société, c'est, dans le fond, croire qu'il y a des groupes d'individus systématiquement malveillants dans toutes les grandes institutions sociales qui nous veulent du mal et qui veulent s'enrichir sur notre dos. Alors, les 5 caractéristiques des théories du complot. On va souvent, dans les théories du complot, tenter de trouver un sens aux événements et à l'histoire, même s'il n'y en a pas de sens. On va toujours essayer de trouver le sens caché des choses, jusqu'à un certain point. Hein? C'est un peu comme des jeux, là, je ne sais pas si vous avez des jeux ou des jeux meurtres et mystères. Hein? Le complotiste a une vision de l'univers qu'on a l'impression d'être dans un jeu de meurtre et mystère. Il y a toujours un sens caché ou quelqu'un de malveillant quelque part. Donc, on va parler du primat de l'intentionnalité cachée. Il n'y a pas de hasard, tout est lié. Alors en science, on sait que la plupart des événements qui arrivent dans la vie sont le fruit du hasard. Okay? Il n'y a pas de lien de causalité direct entre les événements. La plupart des événements qui arrivent, si quelqu'un traverse la rue au mauvais moment puis qui se fait frapper, c'est la plupart du temps dû au hasard. Il n'y a pas de complot malveillant pour que cette personne-là, à ce moment-là, se fasse frapper. À moins qu'il y ait une enquête, qu'on voit que le crime organisé est lié, etc., etc. Effectivement. Mais dans la plupart des choses qui nous arrivent à chaque jour, c'est le fruit du hasard. Et on refuse systématiquement dans la pensée complotiste de reconnaître le fruit du hasard. C'est-à-dire que tout est lié. Alors, on va faire des liens artificiels entre des choses qui n'ont pas de lien, avec l'objectif toujours d'aller nourrir ce que moi j'appelle des autofictions, c'est-à-dire des fictions personnelles, hein, notre vision de la réalité, d'alimenter ce qu'on appelle un biais de confirmation, hein, d'aller chercher les éléments qu'on a besoin pour confirmer notre récit personnel qu'on s'est bâti de la perception qu'on a de la réalité comme étant l'ensemble des élites est corrompu et nous veut du mal, etc., comme on a dit au début. Et donc, on va voir partout une intentionnalité cachée malveillante. C'est ce qu'on appelle en psychosociologie le biais d'intentionnalité. Alors, par exemple, vous avez des gens qui sont dans un esprit complotiste qui vont m'aborder sur les réseaux sociaux parce que je suis professeur. Ils vont dire « Ah, on sait bien, un prof de cégep, t'es d'extrême gauche. Nécessairement, t'es d'extrême gauche. Donc, t'es avec Québec solidaire. » D'extrême droite, quand il m'aborde sur les réseaux sociaux, « Ah, Martin Geoffroy, il est multiculturaliste. » Les pauvres, s'ils savaient, je suis plutôt nationaliste, j'ai voté PQ souvent dans ma vie, mais bon, là n'est pas la question. De par ma position sociale de prof de cégep, je suis nécessairement d'extrême gauche, je suis nécessairement membre de Québec solidaire, du point de vue des gens qui entretiennent les théories du complot à l'extrême droite, par exemple. Et donc, à partir de ce moment-là, on va voir ça systématiquement. 2 biais cognitifs qu'on retrouve beaucoup chez les gens qui croient aux théories du complot, c'est le biais de confirmation, où on cherche à vous faire parler pour confirmer ce qu'on pense, et le biais d'intentionnalité. Avant même que vous ayez parlé, vous êtes déjà casé selon l'emploi que vous occupez dans l'échiquier sociétal. Alors, si c'est un emploi, évidemment, de fonctionnaire du gouvernement, bien, ils ne savent pas, eux autres, que la liberté académique, ça existe chez les profs. Et donc, vous êtes nécessairement à la botte du gouvernement. Alors, on peut s'imaginer, par exemple, un prof avec les gouvernements successifs. À un moment donné, on serait des vraies girouettes idéologiques parce que si on est à la botte du gouvernement qu'on sert, on changerait d'idéologie à chaque gouvernement. Ça serait quand même extraordinaire. Et d'ailleurs, on le sait très bien, ceux qui travaillent dans le domaine, que c'est une des raisons pourquoi on a la permanence. Justement, c'est pour ne pas être à la botte idéologique des gouvernements.
Alors, quand tu as la permanence, tu n'as pas peur de perdre ton emploi. Quand tu n'as pas peur de perdre ton emploi, tu ne te sens pas obligé de dire ce que le gouvernement veut que tu dises, finalement. Le soupçon, donc, est érigé en impératif catégorique. Chaque détail est scruté à la loupe et on vous soupçonne. Et on va tout faire pour démolir un peu votre réputation jusqu'à un certain point. Jusqu'à aller chercher des photos de vous qu'on va modifier, on va transformer votre visage, puis on va vous modifier. Alors, j'ai été victime, moi, ça, à plusieurs reprises. J'ai des mimes. J'ai des mimes, ce qu'on appelle des mimes. Vous savez, c'est des images de moi, des mimes satiriques de moi qui circulent dans ces réseaux-là. Ils ont pris ma photo, puis ils ne m'ont pas demandé mon avis, évidemment. Et on va systématiquement éveiller le soupçon. Alors, le but, c'est pas, quand on fait un récit, on construit un récit, c'est pas que le récit soit véridique, dans le fond. C'est que le récit soit bon, qui attire l'attention. Alors, si vous cherchez un soupçon de vérité scientifique dans les théories du complot, vous n'en trouverez jamais. Mais vous allez trouver des maudites bonnes histoires, par exemple, qui vont vous conforter dans ce que vous pensez, si vous êtes dans les théories du complot, et qui vont aussi attirer votre attention. Alors, ce que le complotiste veut, c'est attirer votre attention, ce n'est pas vous dire nécessairement la vérité. Alors, une structure populiste, un schéma donc manichéen qui sépare la société en deux camps engagés dans un combat entre les forces du mal et les forces du bien. Alors, vous avez des gens malveillants puis des gens bienveillants. Hein? Puis nécessairement, ceux qui croient aux théories du complot sont bienveillants et tous les autres qui ne croient pas sont malveillants. J'ai publié une vidéo récemment sur le canal YouTube Sophie, puis il y a un complotiste qui est venu en bas, puis il est venu essentiellement dire « Ce type est malveillant ». Alors, c'est assez amusant parce qu'ils ne se rendent même pas compte quand ils font ça, qu'ils viennent comme confirmer ce qu'on décrit d'eux, dans le fond. Et donc, c'est vraiment un schéma très manichéen, le bien et le mal. Et on va voir aujourd'hui d'aspects religieux justement là-dedans parce que chez les leaders des théories du complot, on va beaucoup invoquer le bien et le mal. Hein? On est du côté du bien et du mal. Pourquoi on va évoquer ça, d'être du côté du bien et du mal? C'est parce que quand tu sens que tu te bats pour une cause qui est pour le bien, ton degré d'engagement va être très élevé. Tu vois? Parce que tu dis, souvent, là, les gens qui sont conspirationnistes vont dire on se bat pour nos enfants. Y a-t-il quelque chose de plus engageant que de dire je me bats pour mes enfants? Tu vas chercher du monde comme ça. Là. Je me bats contre mes enfants, et là, je vous cite une des théories du complot en vogue dans QAnon notamment, contre le réseau pédosatanique mondial. Pédosatanique mondial. Déjà, ça fait une histoire d'horreur qui attire l'attention. Et des gens qui ne sont pas politisés, des bonnes mères de famille à travers l'Amérique, ont été conquis par cette histoire du réseau pédosatanique mondial avec Jeffrey Epstein et compagnie. Et c'est des gens, des fois, qui étaient des dames, des fois, qui n'étaient même pas politisées, mais qui se sont mis à croire à cette théorie du complot-là. Évidemment, tous les gens qui faisaient partie de ce réseau-là étaient des démocrates, comme par hasard. Et finalement, donc, une relation fortement donc, antagoniste contre la science. Les conspirationnistes discréditent la science officielle, non sans vouloir l'imiter en adoptant, par exemple, le langage des publications scientifiques. Alors ça, c'est une recherche que j'avais faite au début des années 2000 sur le mouvement du Nouvel Âge, qu'on va voir un petit peu plus loin. Par exemple, ils vont dire, les conspirationnistes, on n'est pas contre la science, mais on est contre la science corrompue. Parce que pour eux, il y aurait deux sciences. Il y aurait une science, la bonne, qui est libre, qui est incarnée par leurs médecins préférés qui mettent de l'avant, qui, comme par hasard, sont toujours tous des prix Nobel. Ils ne le sont pas en vérité. La plupart, quand on se met à regarder ça d'un peu plus près, les médecins qui le mettent de l'avant sont des médecins radiés de leur ordre. Sont des médecins qui ont eu de sérieux problèmes déontologiques. On va voir quelques exemples tantôt. Sont souvent des gens qui ne sont pas dans le domaine de la médecine, qui sont dans un autre domaine complètement, mais qui s'improvisent immunologues ou spécialistes en vaccins. Et donc, ça, c'est la bonne science. Et tous les autres qui font partie du consensus médical mondial sont corrompus. Tu ne peux pas faire partie du consensus médical mondial, c'est-à-dire publier dans des articles, des revues savantes qui disent le contraire de ce que le complotiste pense sans être nécessairement corrompu.
essayez même pas de les convaincre de ça, vous allez perdre beaucoup de temps. Donc, ils sont foncièrement anti-science. OK? Mais vous voyez encore, pour pouvoir discréditer la science qu'on appelle la science officielle, mais qui est la seule science, la science par consensus scientifique, ils vont dire qu'elle est corrompue. Vous voyez ce que je vous disais tantôt, tout ce qui fait partie des institutions, tout ce qui est institutionnel est corrompu. En partant, le biais d'intentionnalité, hein, il est là. Hein. Tu dirais n'importe quoi, Valérie, qui est dans la salle, tu serais corrompu. Alors, je suis convaincu que tu es corrompu. Non, blague à part, c'est quoi donc cette pensée complotiste-là? On va explorer ça un peu plus en avant. Alors, la dimension donc contestataire des théories du complot s'inscrit dans l'une des traditions culturelles les plus prestigieuses de la modernité, celle de l'esprit critique. Il n'y aurait donc pas nécessairement une opposition aussi forte qu'on le croit entre les théories de la conspiration et la pensée critique, mais une sorte de zone grise, sans véritable frontière, entre le délire interprétatif et le désir de lucidité. On encourage beaucoup dans notre société la pensée critique. Dans nos institutions scolaires même, on encourage la pensée critique. Moi, je me suis toujours inscrit en faux comme ça, bien avant la pandémie. Je disais qu'il ne faut pas encourager nécessairement l'esprit critique, mais l'esprit méthodique. On suit des cours de méthodologie au cégep, on devrait encourager l'esprit méthodique. Parce que l'esprit critique, tout le monde peut critiquer, puis tout le monde, c'est ça qu'il fait maintenant sur les réseaux sociaux, mais c'est des critiques qui n'ont pas de fondement. Je vais vous donner un exemple. Grégory Charles, qui critique le système d'éducation. Il base ça sur quoi? Sur son expérience personnelle de quelques mois avec un petit groupe d'élèves. Et il dit que son expérience personnelle est plus pertinente et plus importante que les études scientifiques en sciences de l'éducation, qui disent le contraire des solutions qu'il amène. Notamment, mettre un terme à la gratuité scolaire ou, par exemple, enlever la mixité sociale entre les garçons et les filles dans les écoles. Les études prouvent que non seulement la mixité sociale entre les filles et les garçons est bénéfique, mais même la mixité sociale de classe sociale aussi est bénéfique. Mais là, c'est extraordinaire parce que moi, j'ai beaucoup parlé, évidemment, vous pouvez deviner que j'ai beaucoup critiqué M. Charles sur mes comptes dans les derniers jours, mais il y a plein de gens qui le défendent. Ils disent, ils mettent sur le même niveau la science et le vécu personnel. Il faut prendre en compte la science et le vécu. Mais attends deux secondes. La science, elle prend en compte le vécu. Quand des profs, chercheurs font une recherche sur les profs de cégep et qu'ils les interviewent pour savoir comment ils vivent tel aspect, c'est de la science qui est basée sur le vécu des profs. Ce n'est pas déconnecter la science et le vécu. Mais là, c'est là qu'on voit dans le discours que Grégory Charles a dit cette semaine, le côté insidieux des théories du complot, comment cette façon de penser-là, basée sur le vécu, s'est introduite insidieusement dans notre société. Et que c'est rendu aujourd'hui qu'on doit débattre avec quelqu'un qui n'a aucune connaissance en termes du milieu scolaire ou des études scientifiques sur ses opinions personnelles. Pourquoi? Parce que c'est une vedette, parce qu'il y a de l'attraction, parce qu'il est capable de passer à la télé plus que vous et moi. Et parce qu'il faut prendre en compte l'expérience de vécu. Mais encore là, on va avoir un discours anti-scientifique comme les complotistes sont. Pourquoi? Parce qu'on va opposer la science au vécu, ce qui est complètement ridicule. La science, ce qui fait que la science est scientifique, c'est qu'elle se base sur le vécu d'une grande quantité d'individus, pas un seul individu. Sinon, ça serait trop facile. Puis on ne pourrait pas en arriver à des solutions globales et sociales, parce que chaque individu aura une solution différente qui ne serait pas basée. Donc, finalement, mais c'est ça qu'on se retrouve en ce moment à être en compétition sur ce que Gérald Bronner appelle le marché des idées, avec des individus célèbres comme Grégory Charles qui ont des opinions très arrêtées sur des sujets qu'ils ne connaissent pas. Et on se fait dire ensuite par le grand public, oui, mais il est fin puis il chante bien, puis il a au moins le mérite de partir le débat sur l'éducation. Comme si de donner peut-être la parole aux profs, justement, ou aux chercheurs en éducation, ça ne pourra pas partir un débat, ça aussi. Il fallait nécessairement être célèbre. Là encore, on est renvoyé
à notre aspect de la célébrité, comment est-ce qu'on deal avec la célébrité. Mais je vous ramène à une phrase que je veux que vous réfléchissiez au niveau de la pensée conspirationniste, quelque part entre le délire interprétatif et le désir de lucidité. Alors, les gens qui sont dans les théories du complot, ils ont un désir de lucidité. Ils cherchent la vérité, ils veulent trouver la vérité. Ils pensent même qu'ils sont des élus, puis qu'ils ont trouvé une vérité, puis ils veulent à tout prix nous la révéler. Un peu comme le témoin de Jéhovah qui vient sonner chez vous le dimanche matin à 9 h. Il est très, très motivé, il veut vous révéler la vérité. Il l'a, lui, puis vous ne l'avez pas, vous êtes dans l'erreur. On pense que les religions, ou l'esprit religieux a disparu, mais dans la pensée complotiste, on retrouve cet aspect religieux aussi de prosélytisme, de vouloir convaincre. Hein. On dit, souvent, les conspirationnistes vont dire il y a 95 de la population qui est endormie, puis il y a 5 qui est éveillée, ça c'est nous autres, hein? Et on va réveiller le reste de la population. Alors, vous demandez qu'est-ce qui va guider leur action, pourquoi ils vont bloquer des villes, pourquoi ils vont perdre leur job, ils vont perdre leur famille, ils sont prêts à aller loin. C'est parce qu'ils sont convaincus qu'il faut qu'ils réveillent 95 de la population. C'est tout un contrat, ça. Alors, vous seriez motivés, vous aussi, si vous étiez convaincus de ça. Et donc, ce désir de lucidité-là, on l'a tous. On veut être lucide, on veut comprendre ce qui nous arrive, on veut voir un peu le sens caché des choses, c'est bon. Mais quand vous êtes complotiste, ce n'est pas juste un désir de lucidité que vous avez, parce que tant qu'à faire, on l'a tous, c'est que vous allez dans un délire interprétatif. C'est-à-dire que vous surinterprétez les événements. Ah, ben si c'est ça, c'est arrivé, c'est parce que il y a quelqu'un qui est méchant quelque part. C'est toujours, en gros, c'est toujours ça. Il y a toujours quelqu'un qui est responsable de quelque chose. On refuse systématiquement donc le fruit du hasard. Donc, délire interprétatif. La pensée complotiste érige en vertu intellectuelle non seulement l'intuition, mais aussi l'authenticité des sentiments. Alors, le complotisme est une vision du monde choisie donc délibérément et son caractère est actif et stratégique. Il permet de renforcer certaines positions idéologiques tout en mobilisant des individus via la désignation d'un ennemi malfaisant, insidieux et déterminé à nous nuire. Donc, ce qu'il y a à retenir ici, la pensée complotiste, et on revient encore à l'antiscience, la pensée complotiste érige en vertu intellectuelle l'intuition. Alors, on n'est pas dans un mode cognitif, rationnel, comme ce qu'on enseigne ici au Cégep, on est dans un mode cognitif intuitif. Alors, ce qu'ils avancent, ce n'est pas basé sur la science, ce n'est pas basé sur la raison, c'est basé sur leurs intuitions, sur leurs ressentis. Et ça, ce n'est pas propre au complotisme. Là. On revient à Grégory Charles encore, il m'obsède un peu cette semaine, Grégory Charles, mais quand il parlait de ses solutions, il parlait de son ressenti. Il parlait de ce que lui ressentait par rapport à l'échec des garçons, etc., etc. Il ne parlait pas il parlait en termes d'intuition, puis il parlait aussi en termes d'authenticité. Alors, c'est une valeur qui est, je dirais, survalorisée dans notre société, l'authenticité. Ah, cette personne-là est authentique, c'est-à-dire qu'elle peut arriver avec des solutions totalement erronées, une démarche complètement loufoque, mais si elle est authentique dans sa démarche, ça veut dire que c'est une personne bienveillante et donc elle est du bon bord. Tandis que la personne qui est scientifique et qui est trop rationnelle, elle est nécessairement malveillante parce qu'elle n'est pas authentique. Hein? Donc, on base le savoir sur un savoir intuitif, sur un savoir, sur l'authenticité de la personne. Donc, je ne sais pas si vous voyez ici, mais on personnalise le débat, ultimement. C'est-à-dire que ce qui va faire qu'on va écouter la personne, c'est pas, c'est son pouvoir, c'est plus, ça relève plus en fait, comme disait Max Weber, là, d'un pouvoir charismatique que d'un pouvoir rationnel légal. Alors, par exemple, un prof. Oui, un prof peut être charismatique, avoir un certain pouvoir charismatique sur ses étudiants, mais surtout, le pouvoir que le prof a, c'est un pouvoir rationnel légal. Pourquoi rationnel légal? Bien, parce que légalement, il est qualifié pour enseigner, parce qu'il a un diplôme, parce qu'il a fait les démarches, il y a un programme à donner, il donne des notes qui sont basées sur une démarche rationnelle et légale. Hein?
Je ne pense pas qu'il y a aucun prof ici au cégep qui donne des notes intuitives. On aurait des gros problèmes. Hein? Alors, c'est un pouvoir à ce moment-là qui va être rationnel légal. Mais chez les leaders complotistes dont on va parler tout à l'heure, c'est un pouvoir charismatique. C'est le pouvoir du charisme. Ah, c'est une belle personne, elle est belle de l'intérieur, elle est belle de l'extérieur aussi, elle chante bien, hein, tout ça. Et d'ailleurs, chez certains complotistes, ils vont carrément, quand ils ne vous aiment pas, mais ils m'ont fait le coup à moi, ils vont carrément dire, bien, vous n'êtes pas beau de l'intérieur et de l'extérieur. Et qu'eux sont beaux de l'intérieur et de l'extérieur, ils ont une belle âme. Il y a certaines théories du complot, par exemple Jean-Jacques Crèvecoeur, un des influenceurs complotistes, qui va dire carrément que si vous recevez le vaccin, vous allez perdre votre âme. Alors, les gens qui auraient reçu le vaccin, c'est des gens qui n'ont plus d'âme. Donc, automatiquement, dans ce contexte-là, c'est des gens qu'on ne peut pas respecter parce qu'ils n'ont pas d'âme. Imaginez, ils ont vendu leur âme au diable. On revient presque dans la religion, là, quand on parle de ça. Là, on commence à parler d'âme, tout ça. Et qu'est-ce qui permet de parler d'âme? Bien, c'est encore ce savoir intuitif. Évidemment, toujours face à des ennemis malfaisants qui sont déterminés à nous nuire. Donc, il faut voir les théories du complot comme un élément parmi d'autres du répertoire d'action de mouvements politiques ou sociaux désireux de se tailler une place sur une scène politique, encombrée et usant du langage complotiste pour obtenir de la visibilité. Alors, derrière le langage complotiste, il y a des mouvements sociopolitiques, des mouvements sociopolitiques d'extrême droite, des mouvements anti-sciences, anti-vaccins, des mouvements religieux. Donc, il y a beaucoup de mouvements religieux qui se déguisent en mouvements anti-vaccins, mais derrière ça, dans le fond, vous avez des croyances religieuses. Vous avez des croyances sectaires, vous savez, vous avez des groupes sectaires aussi là-dedans. On va voir ça un petit peu tout à l'heure. Donc, on utilise le langage complotiste pour se donner plus de visibilité. Comme je disais tout à l'heure, le complotisme, c'est un récit. Hein? Donc, qu'est-ce qui va faire que tu vas être un bon influenceur complotiste puis que tu vas faire de l'argent, parce qu'il y a des gens qui font de l'argent, c'est ta capacité à écrire une bonne histoire qui va faire peur au monde, puis qui va retenir leur attention, puis qui va les mobiliser dans ce qu'on appelle abstraitement souvent la cause. Et les gens sont prêts à aller loin pour la cause. Ils sont prêts à bloquer une ville pendant 3 semaines à Ottawa. Ils sont prêts à perdre leur emploi, leur famille. Il y en a beaucoup qui c'est arrivé pendant la pandémie. Tout le monde a eu un membre de sa famille qui s'est mis à croire aux théories du complot pendant la pandémie, puis qui a été qui est exclu de la famille à cause de ça. C'est quand même un problème social important. Alors, les arguments religieux, comme je disais tout à l'heure, ou spirituels, sont souvent évoqués quand les arguments politiques sont devenus trop difficiles à soutenir. Ils constituent en quelque sorte la forme la plus avancée de justification des croyances complotistes, parce qu'en ayant recours à un argument d'autorité ultime, dans ce cas-ci une autorité divine ou quasi divine. Alors, par exemple, vous êtes d'extrême droite. Comment vous faites pour justifier votre racisme quand vous êtes d'extrême droite? Ce n'est pas justifiable sur le plan politique dans une société démocratique. Bien, il faut reculer en arrière. Hein? Au temps où on n'était pas dans des sociétés démocratiques, par exemple dans les sociétés féodales, bien, qu'est-ce qui justifiait le pouvoir du roi ou l'esclavage? C'était le fait, par exemple, le pouvoir du roi, en fait, ce qui justifiait le pouvoir, c'était Dieu. Hein? C'était un pouvoir qui était octroyé au roi et à s'aligner par Dieu. Donc, dans une société démocratique où ça n'existe plus, en fait, le féodalisme, comment on peut justifier le racisme et les valeurs d'extrême droite? Bien, c'est en évoquant Dieu. On est l'élu de Dieu. Et ils le font encore. Beaucoup d'individus le font encore. Et c'est la religion, à ce moment-là, ou en tout cas l'aspect élitiste de Dieu va être utilisé à ce moment-là pour justifier des positions qui sont féodales, rétrogrades, jusqu'à un certain point. Et donc, on ne peut pas discuter avec quelqu'un qui invoque une autorité divine ou quasi divine. Je veux dire, moi, j'arrive et je dis, ben, telle statistique dit que le vaccin, c'est bon. Là, toi, tu me réponds, ben, si tu es fait vacciner, tu n'as plus d'âme, puis tu n'es plus un être authentique et intuitif comme moi, donc je ne veux pas te parler. Il n'y a pas de discussion possible. On ne peut que constater ce qui se passe, mais il n'y a pas de discussion possible parce qu'on n'est pas au même niveau.
vous êtes dans un niveau rationnel quand vous parlez à la personne, puis elle est dans un niveau intuitif. Et nécessairement, parce que vous êtes dans un niveau rationnel, vous êtes dans le camp de la malveillance. Et donc, ça va être très difficile de l'aborder à ce moment-là. Alors, ce qui est important, donc, comme je le dis depuis tantôt, pour les individus qui adhèrent aux théories du complot, ce ne sont pas les faits, mais l'intérêt du récit et sa visibilité dans les médias sociaux. Et je dis bien les médias sociaux, parce que les médias mainstream, ils s'en foutent un peu. Il n'y a plus personne qui les écoute. C'est ça qu'ils disent. Pas totalement en tort, quand même. Et donc, c'est ça. C'est ce qu'on appelle des autofictions. Et là, c'est là que je pourrais faire une parenthèse puis aller longtemps, mais ça va être plus l'objet de la phase 2 de notre projet. Petite tentative d'hypothèse. Pourquoi on a besoin de s'inventer des récits pour vivre en société? C'est peut-être parce qu'on a un malaise social par rapport à la société. C'est peut-être parce qu'on a des difficultés d'intégration sociale dans cette société-là. Pourquoi on veut renverser l'ordre établi? C'est parce qu'on sent qu'on n'a pas notre place dans cet ordre-là. Donc, on a des questions peut-être à se poser sur ces individus, quelle place on leur fait dans notre société ou on ne leur fait pas, qui vont faire en sorte qu'ils sont prêts à s'inventer des récits parallèles à la réalité pour justifier un peu leurs croyances et leur existence. Donc, la représentation sociale, donc au niveau populaire, les théories de la conspiration et leurs adeptes sont presque exclusivement présentées sous un mode ironique, comme étant par essence irrationnels. Mais ce serait une erreur, sociologiquement parlant, de considérer le phénomène avec condescendance. Ce rapport, donc, notre rapport, il montre que l'étude des théories du complot se situe au carrefour de multiples questions de fond qui touchent de manière profonde les démocraties occidentales, le Québec y compris. Ça, je ne vais pas aborder ça longuement, mais pendant la pandémie, on s'est beaucoup moqué des gens qui croyaient aux théories du complot. C'est une chose que j'ai toujours critiquée avec beaucoup de férocité, je dirais, et qui m'a valu une guerre intestine de pages satiriques qui sont, ou même de journalistes qui aimaient bien traiter les complotistes d'édentés puis d'imbéciles. Et je leur disais que selon la recherche, ce n'était pas productif de faire ça parce que ça faisait juste renforcer l'histoire qui se racontait eux-mêmes, en fait, que la société les méprise. Donc, les leaders complotistes disent à leur why, comme on dit, ils leur disent, bien, regardez, la société vous méprise. Regardez, le journaliste Patrick Lagacé, très connu, vous traite d'édenté. D'ailleurs, quand M. Lagacé a fait son article, je l'ai critiqué et il m'a envoyé paître. Mais par la suite, le mot édenté, comme justification de croire aux théories du complot ou d'embarquer dans la cause complotiste, revenait constamment comme leitmotiv. C'est-à-dire que les leaders complotistes disaient « Voyez ce que la société pense de vous. » Ils disent que vous êtes des imbéciles, des édentés, des covidiots, des touristataires. C'est facile d'embarquer le monde dans ce temps-là, dans ce narratif que la société te méprise, quand effectivement, il y a des gens bien placés dans la société, comme des journalistes très connus, qui te méprisent ouvertement. Et donc, à partir de ce moment-là, ce n'est pas de la folie, le conspirationnisme. Au contraire, c'est très rationnel. Quelqu'un qui ne trouve pas sa place dans la société puis qui s'invente une histoire en parallèle, puis il faut y passer des heures pour s'inventer une histoire. C'est beaucoup de travail quand même. Il faut avoir beaucoup d'imagination. Les personnes qui sont en littérature là, devraient étudier les récits complotistes. C'est vraiment, il y a des bons romanciers là-dedans. Mais tout ça pour dire que de traiter le phénomène comme un problème de santé mentale ou de traiter ce phénomène-là sur un mode ironique, en riant, c'est complètement contre-productif. Et ce que ça a comme effet, parce que dans le fond, qu'est-ce qu'ils veulent, les complotistes? Ils veulent se frotter à la société. Donc, si vous avez des gens haut placés dans la société qui rient d'eux, bien, à ce moment-là, c'est très facile. Ils vont dire, regardez, ils rient de nous. Alors, ça prouve qu'ils sont méprisants envers ceux qui ne pensent pas comme eux. Vous voyez? Alors, il faut avoir une autre approche. Alors, ceux qui soutiennent donc des théories du complot ne le font généralement pas en raison d'une maladie mentale ou d'une simple irrationalité. Le complotiste émane plutôt de défauts de raisonnement.
Alors, ces défauts de raisonnement sont abondamment partagés par l'ensemble de la population et s'expriment de différentes manières, notamment à travers le biais de confirmation ou le biais d'intentionnalité, comme je vous ai parlé tantôt. Et ces biais-là sont amplifiés actuellement par l'effet des médias sociaux. Pour revenir à mon ami Grégory Charles, je ne pense pas qu'il est complotiste, mais sa façon de penser, où il valorise plus son expérience personnelle face à la science, c'est un biais cognitif qui est très répandu dans notre société et dans une large partie de la population qui n'est pas complotiste. Mais c'est pour ça que pendant la pandémie, avec l'isolement social, ça a permis aux leaders complotistes d'avoir une certaine traction parce qu'il y avait déjà dans la société, dans le fond, des gens qui sombraient dans ces types de biais cognitifs-là anti-scientifiques. Vous comprenez? Et donc, à partir de ce moment-là, il est possible de venir les chercher puis de les embarquer dans un récit anti-science. Parce que déjà, ils ont les mêmes biais cognitifs que les complotistes. Alors, à ce titre-là, pour moi, je trouve que l'exemple de Grégory Charles et tous les gens qui l'ont défendu, qui ne sont pas du tout complotistes, là, je ne pense pas que Grégory Charles croit à la théorie des pédosataniques mondiales, là, mais il a une façon de penser qui est typique du complotisme, c'est-à-dire une façon binaire, binaire émotionnelle, c'est-à-dire c'est nous contre la science, c'est mon expérience contre la science. Et le débat qu'il a eu avec Normand Baillargeon, qui parlait d'études scientifiques justement, qui représentait la science, bien, ce débat-là nous montre bien, dans le fond, la valorisation outrancière, à mon avis, qu'on donne dans notre société au vécu personnel. Ce qui ne signifie pas qu'il ne faut pas prendre en compte le ressenti des individus. Mais ça, c'est une autre histoire. Mais ce qui est sous-entendu dans la pensée complotiste ou dans la pensée anti-science, c'est que la science n'est pas basée sur le vécu des individus. Moi, je suis sociologue. Mais ce que je fais, c'est basé sur rien d'autre que sur le vécu des individus. Je passe mon temps à interviewer des gens sur leur vécu, alors qu'on ne vienne pas me dire que ça n'a pas de rapport. Mais c'est là qu'on voit comment l'opinion personnelle, puis la façon dont elle est exprimée, dans le fond. Quand on dit qu'il faut raconter une bonne histoire pour attirer l'attention, bien, si tu es une vedette, puis que tu te prononces, ça attire l'attention aussi. Donc, dans notre société, ce n'est plus nécessairement la vérité, malheureusement, la vérité scientifique qui attire l'attention, c'est la notoriété du message ou de l'individu, ou tout est dans la façon de faire, finalement. Un cri du cœur, comme on disait cette semaine, de Grégory Charles. C'est un homme authentique, intuitif. Il n'est pas conspirationniste, mais il est dans le même mode de pensée, il pourrait le devenir. Il ne faut pas taxer trop vite de personnalité imparfaite ceux croyant aux théories de la conspiration. Le phénomène complotiste est si largement répandu qu'il faudrait obligatoirement prendre en compte son caractère culturel et historique. Donc, à chaque moment de l'histoire, il y a eu différentes théories du complot qui ont été alimentées par différentes crises. Généralement, les théories du complot sont alimentées par une crise majeure dans la société. Donc, pourquoi les théories du complot ont été mis de l'avant et ont surgi pendant les 2 dernières années de la pandémie? Bien, c'est parce qu'on vivait une crise mondiale de la société et elles n'ont jamais eu autant de traction auparavant parce qu'on avait la tempête parfaite qui était réunie. On avait le discours antiscientifique qui était déjà commencé avant la pandémie. On avait l'isolement social des individus qui devaient aller sur les réseaux sociaux et donc qui passaient beaucoup de temps devant leur écran et qui tombaient à regarder des vidéos d'influenceurs qui commencent avec un cours de yoga et qui terminent dans la stratosphère avec les extraterrestres. Hein? Alors, très doucement, on y va, comme ça. Et donc, on avait une tempête parfaite. Et cette tempête-là, dans le fond, va laisser des dommages à la société. Parce que ce que la pandémie a permis, c'est que ce discours antiscientifique-là, ce discours axé uniquement sur l'intuition, avance beaucoup dans la société et prennent tellement de popularité que maintenant, bien, c'est rendu que les scientifiques sont nécessairement toujours corrompus et les personnes qui mènent les débats ne sont pas nécessairement les profs, ne sont pas nécessairement les scientifiques, sont des personnes qui ont une certaine notoriété.
Le contexte donc de perte de repères provoqué par la pandémie a permis à d'habiles entrepreneurs de se tailler une place sur le marché du complot. Alors, des acteurs politiques individuels élèveraient sciemment le spectre du complot pour attirer l'attention sur eux et se positionner comme étant des outsiders dans le champ politique. Alors, je vous donne un bon exemple de ça, Anne Casabonne. Alors, Anne Casabonne, qui s'est présentée ici dans le comté de Marie-Victorin, est un outsider du champ politique. Et puis, elle dit que l'ensemble de la société, à part elle et son parti, sont corrompus. Elle est contre le vaccin. Elle dit qu'elle est pour la liberté de se faire vacciner ou pas. Mais bon, ce sont des habiles entrepreneurs. Alors, c'est une façon, les théories du complot, et surtout à la droite et à l'extrême droite, de se tailler une place sur le marché des idées. Donc, ce qu'on a vu dans les grands... on a eu des grandes méta-analyses mondiales qui ont été faites par des chercheurs en Europe dans 26 pays qui ont montré que la plupart des gens qui croyaient aux théories du complot provenaient soit de l'extrême gauche ou de l'extrême droite sur le spectre politique, mais surtout de l'extrême droite. Ce qui a été confirmé, comme je vais vous le montrer tout à l'heure, par notre recherche. C'est surtout au Québec, en fait, des gens provenant de l'extrême droite qui véhiculent des théories du complot. Alors, le leadership, pourquoi c'est difficile d'avoir un chef? Parce que quand on parlait de théorie du complot, c'est que le leadership est polycentrique, parce que celui-ci peut changer selon les situations. En fait, dans le cas des réseaux complotistes québécois, il est impossible d'identifier clairement un chef rassembleur. Il en est ainsi parce qu'il y a un manque de consensus sur les buts du mouvement et sur les moyens de les atteindre, et que personne ne peut recenser ni exercer une emprise sur tous les adeptes. Parce que tous les gens qui croient aux théories du complot, ils ne se rallient pas tout à un chef. Il y a plusieurs petits chefs. On va parler de structures de pouvoir polycentriques. Puis même, je peux vous dire, des fois, ils se chicanent entre eux, ils se divisent en factions. Puis là, une faction va accuser l'autre de faire partie de l'opposition contrôlée. Alors ça, c'est un terme qui est utilisé fréquemment. C'est nous autres la vraie opposition parce que vous autres, vous êtes une opposition contrôlée par les méchants. Donc, imaginez, là, on est dans la surthéorie du complot, mais on est à l'intérieur du mouvement. Vous voyez? Et on me demande souvent ce qui caractérise un extrémisme. Un extrémiste est incapable de faire du consensus, même à l'intérieur de son propre mouvement, avec les gens qui pensent comme lui. Prenez un groupe comme la Meute, que vous savez, j'ai étudié pendant de nombreuses années. Comment le pouvoir, il y avait des passations de pouvoir à l'intérieur de la Meute pendant plusieurs années, ça marchait par putsch. Le leader se faisait putcher de force par un groupe qui essayait de le débarquer. Donc, il n'y a pas de démocratie au sein de ces groupes-là. On n'est pas dans un pouvoir rationnel légal, on a un pouvoir charismatique. Ah, lui, on l'aime plus que l'autre, on le suit. C'est comme ça que ça marche. C'est comme ça que ça marche. Alors, vous pouvez vous imaginer si notre société fonctionnait comme les conspirationnistes veulent qu'elle fonctionne, c'est-à-dire par le pouvoir charismatique, ce serait assez bordélique, merci. Il y a des raisons pourquoi, sur des siècles et des siècles, la société démocratique dans laquelle on vit s'est organisée autour d'un pouvoir rationnel légal. C'est pour le bien-être du plus grand nombre d'individus. Parce que si on base ça sur le pouvoir charismatique, bien là, ça va être les plus charismatiques qui vont mener le bal et qui vont prendre des décisions arbitraires en fonction de leurs besoins. Puis c'est ça qui se passe dans ces réseaux-là, finalement. Et ça donne lieu des fois, ça peut donner lieu à des fois à de la mortalité même. Quand vous avez des gourous comme Guylaine Langto, ex-médecin qui était radié par le Collège des médecins dans les années 90, qui se part une secte New Age avec l'appui d'Amélie Paul et de Mel Goyer, des influenceuses conspirationnistes, et qui disent à le chanteur Bernard, je pense que c'est Bernard Lavoie, je ne me souviens pas de son nom de famille, là, il est mort du sida parce qu'il avait cessé de prendre sa médication, parce qu'il était conseillé par Guylaine Langto de ne pas prendre sa médication et de se guérir avec des produits naturels, évidemment, qu'il pouvait lui vendre à fort prix. Madame Langto, quand elle va faire des fins de semaine pour montrer sa doctrine ésotérique,
ça lui rapporte environ 10 000 par fin de semaine. Fait que vous voyez, quand on nous accuse d'être corrompus et de recevoir des chèques de Justin Trudeau, je n'ai jamais fait ça, moi, 10 000 en une fin de semaine. C'est tout ce que je peux vous dire. Sauf que les services qu'on va donner dans la société, nos services, nous autres, sont réels. Ce pas des services qui sont irréels et qui peuvent même provoquer la mort chez des individus. Mais tout ça pour vous dire que les influenceurs complotistes estiment que l'éclatement de la pandémie vient non seulement confirmer leurs idéologies, mais aussi que cette dernière représente une chance extraordinaire d'accélérer l'effondrement des sociétés démocratiques. Donc, ne vous leurrez pas sur les objectifs des influenceurs conspirationnistes. C'est un mouvement aussi à l'intérieur de l'extrême droite qu'on appelle l'accélérationnisme, c'est-à-dire on désire provoquer l'effondrement des structures et des sociétés démocratiques. Lors du siège d'Ottawa, on a demandé à un moment donné au leader du siège qu'est-ce qu'il voulait. Il voulait renverser le gouvernement. Il voulait que le gouvernement soit destitué par le gouverneur général. Donc, c'est ça. S'il n'y a plus de démocratie, qu'est-ce que tu arrives dans quoi? Tu arrives dans un système fasciste. Je veux dire, tu veux renverser un gouvernement dûment élu. Alors, il faut prendre ça au sérieux sur un plan sociopolitique, même si les théories ont l'air ridicules et tout ça d'un point de vue rationnel. Il y a un objectif derrière ça qui est de déstabiliser la pensée rationnelle, de déstabiliser le système social pour le remplacer par quoi? Par un système autocratique avec un pouvoir charismatique où certains individus qui seraient bienveillants, entre guillemets, nous mèneraient. Et c'est ce qu'ils font dans ces réseaux-là. Et cet hiver, ils ont quand même réussi à paralyser la ville d'Ottawa pendant 3 semaines et à même paralyser une partie de l'économie. Il y a eu 2 ou 3 jours où ils ne pouvaient pas ouvrir les usines d'automobiles en Ontario parce qu'ils bloquaient le pont Windsor. Et ça a été leur plus grand coup. Et croyez-moi, ils vont vouloir le refaire. Ils sont retournés, les bikers, ils ont été plus tranquilles la semaine passée à Ottawa. Donc, la pandémie a créé des ponts entre les groupes auparavant hétéroclites qui se sont constitués en réseau de solidarité face aux mesures sanitaires. Alors, il s'agit en quelque sorte d'un écosystème de groupes qui ont chacun des intérêts sectoriels. Cependant, ils ont comme principale caractéristique commune le rejet de toute forme d'autorité institutionnelle qui exerce un pouvoir rationnel légal au profit de petites autorités alternatives dont la crédibilité repose sur diverses formes de pouvoir charismatique. Alors, je redis un peu la même chose que j'ai dit tout à l'heure, mais c'est ça, ça crée des ponts entre différents groupes. Donc, on peut percevoir l'enracinement des groupes anti-mesures sanitaires dans l'extrême droite, notamment à travers la façon dont ils se sont appropriés la notion d'État profond, Deep State, issu directement des extrêmes droites fascistes et suprémacistes, et rendu particulièrement visible aujourd'hui à travers le phénomène de QAnon. Donc, vous voyez, derrière ces discours complotistes-là, en fait, il y a un mouvement d'extrême droite qui est antidémocratique. Alors, au cours de la pandémie, nous avons noté la présence donc de 2 matrices idéologiques, puis je vais terminer ma présentation là-dessus. Au cours de la pandémie, donc, on a noté la présence de 2 matrices idéologiques qui ont alimenté la propagation des théories du complot au Québec, une matrice d'extrême droite et une matrice spirituelle et religieuse. Alors, une matrice idéologique est un système d'idées communes à un groupe d'individus dans un espace-temps donné. Elle forme un cadre cognitif cohérent qui soutient une vision du monde et justifie l'action politique et sociale. Donc, là, les théories du complot, ce n'est pas des folies. Hein? C'est un cadre cognitif cohérent qui soutient la vision du monde que ces individus-là, une vision du monde, par exemple, d'extrême droite, et va justifier donc leur action politique et sociale. Alors, pourquoi on fait ça? On fait ça pour nos enfants. On fait ça pour l'avenir. On est des vrais patriotes. On entend souvent ça. Et je vais terminer donc avec notre typologie comme telle. Alors, ce qu'on a appelé la typologie, je ne vais pas donner les détails aujourd'hui. C'est l'objet d'une autre conférence qui va être donnée éventuellement. Alors, on regarde la matrice idéologique d'extrême droite. On a le mouvement des citoyens souverains. Alors, j'ai quelques exemples d'individus là-dedans. François Maléga, Bitcongo, qui en ce moment est sur le point de sortir de prison, là, qui est en procès. Les citoyens souverains, ce sont des gens qui refusent de payer des impôts.
Ce sont des gens qui croient qu'ils n'ont pas la citoyenneté, c'est-à-dire qu'ils sont en dehors de la société, ils n'obéissent pas aux lois. Ils vont souvent d'ailleurs s'attaquer principalement à la cour et aux juges. Ensuite, les survivalistes. Alors, vous avez des gens, des survivalistes qui sont convaincus que la société va éventuellement s'effondrer comme dans un film de zombies, puis eux vont pouvoir survivre parce qu'ils vont bien s'être préparés, ils vont avoir préparé une cachette dans le fin fond des bois et ils vont pouvoir survivre. Et ils se détestent, surtout les survivalistes d'extrême droite, tellement la société moderne qu'ils souhaitent en fait l'effondrement de la société et souhaitent la provoquer jusqu'à un certain point. Les identitaires. Alors, Steve Lartiche-Charland, par exemple, qui est en prison aussi en ce moment pour avoir participé au siège d'Ottawa, l'ancien numéro 2 de la Meute, donc clairement anti-immigration. Alors ça, c'est la partie identitaire. Ensuite, comme je vous disais tantôt, il y a un gros aspect spirituel et religieux qui s'est mêlé là-dedans. Le nouvel âge. Alors, Jean-Jacques Crèvecoeur, espèce de gourou nouvel âge hallucinant. Guylaine Langto, ancienne médecin radiée. Myriam Kaiser, qui est née dans la secte des apôtres de l'amour infini, là, que j'ai étudié dans le cadre de ma thèse, et qui maintenant est rendue une disciple de Guylaine Langto, qui croit dans le... C'est tout un je ne vais pas vous décrire ça aujourd'hui, mais Guylaine Langto, c'est tout un schéma de croyances, un mélange de nouvel âge, d'ésotérisme et de citoyens souverains, où Guylaine Langto vous encourage à ne pas payer d'impôts. Guylaine Langto ne vous encourage à recevoir aucun chef de l'État. Et même Guylaine Langto, pour pouvoir bien frauder l'État, ce qu'elle fait depuis des années, a inventé une espèce de monnaie parallèle. Donc, pour aller à ses conférences, vous pouvez payer en monnaie parallèle qu'elle a inventée. Alors, elle échappe totalement au fisc comme ça depuis de nombreuses années. Déjà, elle est en prison pour ces raisons-là, justement, Mme Langto. C'est une championne de la fraude. Alors, l'intégrisme catholique, il faut voir les vidéos de Pierre Blanchette, qui est un individu extraordinaire, un personnage. Il y a à peu près 50 000 crucifix en arrière de lui sur son mur quand on regarde ses vidéos. C'est quand même extraordinaire. C'est un intégriste catholique. Les fondamentalistes protestants aussi. Jean-François Denis, qui me fuit comme la peste d'ailleurs, j'aurais bien aimé lui parler, qui a parti une chaîne religieuse fondamentaliste, complotiste, anti-vaccin, Théovox, qui est située à Longueuil. Et oui, le pasteur Denis est à Longueuil. Alors, on pense toujours que ce n'est pas proche de chez nous, que c'est quelque chose d'un peu virtuel, mais c'est très proche de chez nous. Le policier du peuple, Maxime Ouimet, qui a découvert Jésus après s'être fait mettre dehors de la police, puis avoir fait un paquet de niaiseries. Alors, vous avez... Alors, par exemple, pour un individu comme Maxime, puis je vais finir là-dessus, Maxime Ouimet qui avait une job, qui était respecté socialement, il faut vraiment qu'il croie énormément à son affaire. Hein? Deux choses. Soit qu'il croit énormément à son affaire puis qu'il sacrifie tout pour, soit qu'il sent qu'il est sur le point de perdre sa job puis il va s'inventer un récit. Moi, je pense, dans le cas de Maxime Ouimet, il était sur le point de faire sa job parce qu'il ne faisait pas bien son travail et il s'est inventé un récit pour justifier le fait qu'il était mis dehors, que ce n'était pas de sa faute. Vous voyez un peu? Alors souvent, c'est ça aussi, c'est pour justifier des échecs qu'on va inventer quelque chose. Donc voilà en gros ces deux matrices sociologiques. Et en fait, quand on parlait dans le rapport de cette typologie-là, vous l'avez ici en substance. Évidemment, je vous invite à lire le rapport qui est sur notre site web sophir.ca parce que vous allez trouver tous les détails en fait sur chacun des 6 types qu'on a ici que je n'ai pas le temps malheureusement d'aborder aujourd'hui. Fait que je vous remercie de votre attention. On va prendre quelques questions s'il y en a. Je vous demande d'aller au micro. C'est juste pour l'enregistrement. De toute façon, ce n'est pas gênant. On est juste entre nous. Je peux toutes les nommer. C'est le fun parce que je peux les nommer dans la salle. Là, d'ailleurs, les conspirationnistes, quand ils vont voir qu'il n'y a pas beaucoup de monde dans la salle, qu'est-ce qu'ils vont dire? Ils vont dire, un de leurs plus grands arguments, s'il n'est pas populaire, c'est parce que ce qu'il dit, ce n'est pas vrai. Parce que comment on mesure, dans le fond,
la vérité dans le monde conspirationniste puis dans le monde des médias en général, c'est par la popularité. Et souvent, moi, je réponds à ces conspirations. Parce que souvent, il y a des conspirationnistes qui vont m'aborder sur les réseaux sociaux et vont dire « Ah, il y avait juste 8 personnes dans la salle quand tu as fait ta conférence. » Je leur réponds invariablement, la science, ce n'est pas un concours de popularité. Mais pour eux, c'est un concours de popularité parce que quand on parle d'inventer un récit qui va attirer l'attention, bien évidemment, c'est important, la popularité. Une question. Oui. Oui, ça fonctionne. Je me demandais, les intégristes catholiques ou les fondamentalistes protestants donc souhaitent voir l'effondrement de la démocratie, mais pour qu'elle soit remplacée par quoi? Une théocratie. Est-ce que tu veux que je t'explique c'est quoi une théocratie? Oui. Dans une théocratie, en fait, les droits de Dieu passent avant les droits de l'homme. Donc, par exemple, qu'est-ce que ça veut dire concrètement? Pendant la pandémie, si le gouvernement dit « tu n'as pas le droit de réunir 250 personnes dans une église pour faire une messe », ben tu le fais pareil parce que les droits de Dieu sont plus importants que les droits de l'homme. C'est-à-dire que le droit d'aller assister à la messe, parce que c'est un droit de Dieu et de ses croyants, est plus important que le droit de l'homme, les droits de l'homme, c'est-à-dire les droits édictés par les gouvernements de la société. Donc, chez les fondamentalistes protestants et chez les intégristes catholiques, le pouvoir de Dieu est au-dessus du pouvoir des hommes. Donc, nécessairement, en temps normal, hors pandémie, ça pouvait aller jusqu'à un certain point sans trop clasher, parce que pour les États, le pouvoir religieux, en fait, relève de la vie privée des individus, puis ils ne touchent pas à ça. Mais à l'intérieur, à partir du moment où on ne pouvait plus se réunir, puis que ça empêchait à la messe d'avoir lieu, ben ça donnait lieu à des grosses protestations à travers le Canada. Il y avait des gens en Alberta qui voulaient aller dans leur église, qui s'enchaînaient à des poteaux, puis qui ont passé des semaines à protester contre cette mesure sanitaire-là. Pourquoi? Parce que les droits de Dieu sont plus importants que les droits de l'homme. Pour vous donner un exemple très concret, pré-pandémique, le maire Tremblay, vous vous souvenez du maire Tremblay de Chicoutimi? Le maire Tremblay était très, très croyant, très catholique. C'était un intégriste catholique. Il mettait des statues de Jésus à l'hôtel de ville, des croix, tout ça. Il avait présenté un mémoire à la commission Bouchard-Taylor à l'époque. Et ce mémoire-là, si vous pouvez le lire, c'est une pièce d'anthologie intégriste catholique. Il dit clairement, noir sur blanc, dans son mémoire, que les droits de Dieu sont plus importants que les droits civiques. Alors, pour lui, c'était clair, ça. Alors, la laïcité, lui, n'était pas du tout là-dedans, là. Donc, c'était clairement un intégriste catholique. On est intégriste catholique ou fondamentaliste protestant à partir du moment où les droits de Dieu, puis ça, c'est une constante, les droits de Dieu sont plus importants que les droits de l'homme. On superpose, donc, les droits de Dieu aux droits de l'homme. Et évidemment, ça a tout un paquet de conséquences, là, vous voyez. Et dans une pandémie, c'est accentué parce qu'on restreint la liberté de mouvement des individus comme on le fait, on ne l'a pas autant fait dans l'histoire. D'autres questions? Une deuxième. Oui. En fait, la même, mais pour les identitaires en particulier, ils souhaitent voir la démocratie remplacée par... Bien, les identitaires, c'est ce qui va se rapprocher le plus du néofascisme, dans le fond, parce qu'ils souhaitent en fait, remplacer la démocratie par une méritocratie basée sur la race blanche, dans le fond. Donc, c'est-à-dire que, par exemple, ils sont contre la discrimination positive à l'embauche, par exemple, parce qu'ils disent que ça nuit aux hommes blancs. Alors que les hommes blancs n'ont pas assez de privilèges et il ne faudrait pas leur nuire dans leur ascension vers le pouvoir. On va parler aussi, dans le cas des identitaires, on va aller jusqu'à parler de remigration, c'est-à-dire prendre les immigrants qui sont déjà là puis les retourner dans leur pays. Zemmour, en France, il faisait ça. Il prenait la théorie de Camus, Renaud Camus, d'extrême droite, la théorie du grand remplacement, pour justifier ce qu'on appelle des politiques de remigration, c'est-à-dire de
prendre, non pas d'empêcher les immigrants de rentrer dans le pays, mais de prendre les immigrants qui sont là et de les retourner dans leur pays d'origine. C'est quand même toute une aventure, ça. Et donc, dans le cas de Zemmour, c'était ça, mais au Québec, on a des groupes d'extrême droite aussi qui prônent la remigration. Est-ce que ça répond à votre question? Entièrement. Merci beaucoup. Merci. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Bien, à ce moment-là, on va s'arrêter là-dessus. Puis, je vous remercie de votre attention. Je dis un beau bonjour à ceux qui me regardent. Si vous pensez que ce n'est pas correct ce que j'ai dit, que je me trompe, bien, je vous invite à participer à la phase 2 de notre recherche qui vise à interviewer des gens comme vous et pour que vous nous expliquiez votre façon de penser puis qu'on puisse comprendre finalement la manière dont vous pensez et que vous puissiez nous l'expliquer.